L'heure de pointe, les actus du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes, l'heure de pointe. Et aujourd'hui, nous sommes sur le format Les métiers qui soignent. C'est le deuxième épisode. Et donc, c'était il y a un mois où on avait fait effectivement sur le métier des assistants projet de vie. Et aujourd'hui, on va discuter sur le métier du coaching. Donc, c'est un vaste sujet. On a une demi-heure pour en parler. J'ai rencontré donc Franck Robert, qui est coach depuis quelques années. Il va nous expliquer son parcours, pourquoi il est devenu coach, comment se passe ce métier-là et en quoi consiste précisément vraiment ce métier. Et en dernier point, comment devenir coach pour les gens qui veulent effectivement tenter cette aventure de devenir coach. Il faut savoir que le coaching, comme je disais tout à l'heure, c'est très très vaste. On parle de coach de vie, on parle de coach sportif, on parle de vraiment tout, même de coach dans la cuisine. Là, avec Franck, et si vous connaissez un petit peu mes émissions sur Ensemble Trouvons notre place, moi qui m'intéresse à tout ce qui est diversité, côté atypique, on est plutôt sur du coaching, sur justement la neurodiversité et le coaching HPI. On va l'expliquer précisément. Merci Franck d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Tout va bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Moi aussi, je suis ravie de présenter à Quartier des Ondes, te présenter et puis ce métier. Donc déjà, ça fait combien d'années que tu fais ce métier et est-ce que t'as toujours fait ce métier-là ou raconte-moi comment t'en es arrivé là. Alors en fait, j'ai un parcours atypique lui-même parce que si je réfléchis bien maintenant à ma pratique de coach, en fait, je faisais déjà du coaching. D'accord. Dans mon premier métier, une première carrière dans l'éducation nationale, donc j'étais conseiller principal d'éducation. Et quand on regarde la pratique de ce métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conseils, comme dit le mot, et beaucoup d'éducatifs. Donc je me retrouvais en posture de coacher les enfants et même d'avoir les parents. Donc, dans cette première carrière, j'étais déjà en train de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc tu étais CPE, comme on dit, au collège ? Alors, j'ai été CPE en collège et j'ai été CPE en lycée puisque j'ai pratiqué cette profession pendant plus de 20 ans, 25 ans même, avant de devenir personnel de direction pendant plusieurs années. Mais oui, c'est la première grosse carrière. Ouais. D'accord. Et à un moment donné, tu t'es dit, je veux arrêter de travailler dans l'éducation nationale et je me mets au coaching. Comment ça s'est passé ? Donc en fait, je suis arrivé dans ma carrière à faire de la direction, donc du pilotage, du management d'équipe, mais aussi je gardais tout ce volet éducatif en contact avec les enfants et avec les parents. Et j'ai découvert la grande diversité des profils neurologiques dans les établissements, donc tous les enfants. Et j'avais besoin d'avoir des moyens pour les accompagner correctement. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'avais pas du tout les moyens de faire ce que je voulais. Donc ma réflexion m'a amené à un moment à dire, bon, ben, je veux continuer à les aider correctement. J'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Et ben là, je vais le faire en dehors. Oui, donc en fait, concrètement, tu étais face à des enfants avec des formes de dyslexie, par exemple, ou Asperger. On en parle beaucoup en ce moment, mais j'imagine qu'à l'époque, que tu pratiquais le métier de CPE, c'était moins. On n'en parlait pas autant. Et donc, l'idée, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'outils concrètement dans l'éducation nationale pour les aider. En fait, la difficulté dans l'éducation nationale, c'est qu'on prend conscience de tous les profils qui sont chez les enfants et de leurs besoins spécifiques. Hein. On dit que c'est des enfants qui sont à besoins éducatifs particuliers. Mmh, Et on a besoin de deux choses. La première chose, on a besoin de former les enseignants mmh. parce que la connaissance scientifique, psychologique, sociologique avance à une grande vitesse, même maintenant sur les profils neurodivers. Mais qu'on est dans un système qui ne permet pas forcément une prise en charge aussi individualisée, aussi attentive des professionnels que ce dont auraient besoin les enfants. Donc, il y a une double difficulté dans l'éducation nationale, c'est il faut une formation qui couvre beaucoup de champs maintenant, comme tu disais, les troubles 10, les troubles du spectre autistique, le HPI qui n'est pas un trouble ou un handicap, mais qui a besoin quand même d'être connu. Et en plus, d'avoir le temps matériel, le temps dans le temps de classe, et puis de pouvoir voir les enfants, les accompagner correctement. Bon, donc
pour l'instant, je ne vois pas comment on peut avoir les moyens de faire ce qu'il faut. Et donc, c'est là où tu as eu... Donc on a un petit peu dévié du sujet du coaching, mais c'était pour un petit peu préciser, pour justement amener sur comment tu as fait. Donc, tu as quitté l'éducation nationale et tu t'es formé au coaching. Alors en fait, j'ai commencé à réfléchir avant de quitter. Parce que quand j'avais le projet de quitter, il fallait quand même que je prévoie la porte de sortie et la suite. Donc j'ai réfléchi à ce que je savais faire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais fait toute ma carrière, ça se rapprochait au coaching. C'est clair. Donc j'ai commencé à réfléchir à une idée d'accompagnement parce que ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les enfants et d'aider les parents. Donc en sortant de l'éducation nationale, j'ai fondé un cabinet de coaching. Je me suis formé avec des professionnels qui m'ont montré des outils de coaching qui étaient là pour le coup très formels par rapport à ce que je faisais, plutôt une pratique informelle et intuitive. Donc j'ai acquis des outils et j'ai mis en parallèle de cette connaissance en fait mon savoir-faire de mentorat. Et c'est là qu'on va parler coaching et mentorat pour les enfants, où je sais ce dont les enfants ont besoin. Donc, du coup, j'ai tellement d'expérience et je connais tellement de cas pratiques et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas qu'avec les outils de coaching, à côté, je mets l'expérience et l'expertise. Donc, en fait, c'est ton expertise de CPE et dans ta vie dans l'éducation nationale qui t'a permis... je vais faire une analogie avec un sportif. Un sportif de haut niveau qui, au bout d'un moment donné, va devoir arrêter sa carrière. Il va lui-même après devenir coach parce que justement, il a le terrain. Et on peut le dire dans le sport ou même dans la musique, par exemple aussi, c'est pareil. En rajoutant une formation d'accompagnant, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, une formation formelle où tu as appris les techniques de transmettre l'information. On est d'accord ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très juste l'analogie avec un autre professionnel, en fait. C'est que dans le coaching, il faut de la technique. Il faut de la technique. On s'approche de l'humain, on parle au psychisme en fait de ses clients. Alors il faut faire très attention, il faut être particulièrement délicat, il faut les protéger, respecter leur écologie, c'est-à-dire leur environnement psychique, leur famille, la façon dont ils ont construit leur vie. Il y a toutes ces techniques à apprendre, mais on ne peut pas coacher les gens sans intégrer aussi toute une dimension. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas. Ou quand on est avec une personne qu'on est en train de coacher, on se retrouve face à une situation humaine, et cette situation humaine, elle fait appel à notre propre vécu aussi. Donc on n'est pas des robots, on a besoin d'avoir ce recul, bien sûr, sur la personne pour éviter de les influencer ou de faire de la projection, tous les risques qu'on a dans le coaching de se mélanger à la personne en face qui est néfaste. Mais on n'est pas des robots, on n'est pas complètement désincarné par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Donc du coup, dans le coaching, tu apportes aussi toute ton expérience, ce que tu as vécu, et puis tu ne peux pas laisser les gens aller dans des impasses alors que tu sais pertinemment que ça va être des impasses. J'ai rencontré il y a quelques années une jeune, une trentaine d'années qui voulait devenir coach. Elle était en parentalité, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait travaillé plus de 10 ans dans l'hôtellerie-restauration, avait des postes importants où elle avait été du management, etc. Et on avait eu un échange et elle me demandait des conseils. Et là, je lui dis, mais attendez, on ne peut pas devenir coach en parentalité si on n'a pas d'enfant. En plus, à 30 ans, avec une très, très jeune. Moi, j'ai pas d'enfant. Éventuellement, je pourrais, ayant beaucoup de neveux, nièces. Mais je lui ai dit, mais tu as travaillé pendant 10 ans dans la restauration. Tu es experte dans ce sujet-là. Coach les chefs de cuisine ou tu as plus de légitimité. Une maman qui va te chercher, et là c'est aussi pareil, si on parle de communication pour trouver les coachs et avoir confiance dans un coach qu'on souhaite avoir, comme moi par exemple avec Christine Reyna, avec laquelle vous travaillez sur les HPI, le fait qu'elle soit elle-même HPI, on a confiance, on a plus confiance parce qu'elle sait de quoi on parle. Elle sait de quoi elle parle et elle va nous accompagner parce qu'elle sait exactement le fonctionnement. Donc, ce qui est très important pour les personnes qui veulent devenir coach, c'est coacher quelque chose que vous maîtrisez
et faites pas semblant. Enfin, sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est très vrai. L'impression qu'on peut donner en disant qu'on a besoin de technique et d'expérience, c'est que finalement, ça serait un métier qu'on ferait en deuxième partie de vie. C'est pas le cas. Non. Ce que tu dis est très vrai, c'est que il faut associer ce qu'on sait faire le mieux, en fait, et ce qu'on aime faire. Parce que être coach, ça peut pas être complètement artificiel. On peut pas coacher des gens si on ne sait pas de quoi on parle, en fait, ou on connaît pas un peu les situations dans lesquelles ils vont se retrouver. Donc oui, on peut donner conseil à des personnes qui sont plutôt jeunes de devenir coach, mais d'aller sur leur terrain de prédilection. Et de démarrer par des choses qu'ils connaissent, en fait. Parce qu'il y a le savoir-être, effectivement, le sportif. Il a le savoir-être de ce qu'il a fait depuis des années. Et le savoir-faire, ça va être la formation qu'on doit pour devenir coach, pour apprendre les techniques de facilitation. Tous ces termes-là, vous pouvez les trouver sur Internet. Médiation, facilitation, intelligence collective, c'est des outils que les coachs utilisent quand ils font du coaching en entreprise. Donc, on est toujours avec Franck Robert. Donc, on va continuer à échanger sur le métier du coaching, spécifiquement le coaching sur les HPI. Donc là, on va rentrer on a parlé donc de comment... on a parlé un peu du coaching général. Maintenant, on va rentrer dans ton quotidien. Pour qui tu travailles. Est-ce que tu travailles, donc tu l'as expliqué un petit peu, avec les enfants et les parents? Est-ce qu'en entreprise aussi ou pas? C'est ça. Alors moi, je suis spécialisé dans le coaching mentorat des enfants au potentiel intellectuel. Donc ça veut dire à partir de 8 ans. D'accord. Et souvent, je vais vers 20, 22 ans parce qu'après, ça devient des adultes et c'est un autre métier. Et du coup, j'accompagne les enfants, mais j'accompagne les parents parce que quand on est à haut potentiel intellectuel, en fait, c'est une question d'information. On manque d'informations fiables pour se connaître. Et alors, ce profil a ça de particulier, c'est que c'est pas un handicap, c'est pas un trouble, c'est pas une pathologie, c'est une façon dont les fonctions cognitives se développent dans le cerveau. Et ça crée une forme de décalage, en fait, chez les enfants, dès la naissance, c'est dès la naissance. Et ils se rendent bien compte, en fait, qu'ils ont une grande différence avec leurs petits copains, copines, avec leur environnement. Ils voient bien que quelque chose est un petit peu à côté de la plaque par rapport à leur environnement. Et cette sensation-là grandit avec eux. Et donc, l'important, c'est d'avoir des parents autour qui sont informés des impacts de ces différences-là, de ce décalage. Ça a un impact tous les jours, quotidiennement, que ça soit sur les émotions, sur les sensations, sur la communication, sur la capacité à répondre aux attentes de l'école. Enfin, à chaque seconde, en fait, un enfant à haut potentiel va être confronté à un décalage. Et donc, du coup, mon métier, mon travail à moi dans le coaching, c'est à la fois d'apporter des outils, des connaissances, du savoir-faire, mais aussi d'apporter du vécu. Parce qu'un enfant, c'est pas vraiment un adulte, c'est quelqu'un qui vit très très fort son quotidien. Et donc la première chose, quand on est coach d'enfants, alors coach scolaire, l'autre métier avec les enfants, c'est coach scolaire ou coach d'orientation. Quand on coach avec les enfants, ce qui est très important, c'est de se raccrocher à leur vécu. Parce que là, sinon, on est juste un autre adulte qui leur explique quelque chose qui n'a pas de sens, qui est un petit peu... Oui, bon, en plus, c'est quand même cohérent à ce qu'on a dit en première partie d'émission. Ça part toujours du vécu. Et tu parlais effectivement de coacher les parents, enfin pas de coacher, mais d'accompagner aussi les parents, puisque mine de rien, les parents ils vivent avec les enfants, avec aussi les problématiques que rencontrent les HPI au quotidien, savoir parfois la colère, la non-compréhension, on va trop vite, on peut avoir une intelligence, on comprend les choses très très vite, mais pour certaines choses, on va donner l'impression, et les gens savent que je parle de quoi, je sais de quoi je parle, où on va avoir l'impression qu'on comprend rien, enfin, on va avoir une immaturité parfois émotionnelle très basse, alors qu'on va être donné l'impression à 10 ans d'avoir une maturité sur certaines choses qui est comme un adulte, en fait. Alors ça, c'est une caractéristique très forte du HPI, notamment chez l'enfant, en fait. Il y a cet écart entre la maturité intellectuelle et l'âge biologique au niveau des émotions affectives. Et cet écart, il est très important. On l'estime à partir de 3 ans, c'est-à-dire que chez un enfant, son cerveau peut être 3 ans en avance dans sa compréhension du monde et le traitement des informations, mais il aura toujours son âge biologique en termes de vécu et d'émotion et d'affection. Donc ça, chez les parents,
parents, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir tant qu'on ne leur met pas sous les yeux. Voilà. Et pour les enfants HPI, c'est le parent la clé. Ben, c'est ça. Et si on n'accompagne pas les parents, pour le coup, le travail doit être super compliqué, voire quasi impossible en fait. Complètement, en fait. Je ne peux pas accompagner un enfant sans parler à ses parents. Et c'est les parents qui, souvent, sont les vecteurs de renforcement Oui. chez l'enfant. Parce que je peux lui expliquer quelque chose, mais si dans son quotidien, rien ne change et que les parents ne s'adaptent pas, en fait, à sa réalité, en fait, c'est du coaching qui est dans le vent. Donc, je ne coach pas véritablement les parents, encore que parfois, je leur explique des choses qui seraient de base, mais comme un enfant HPI, c'est un enfant avec un logiciel différent, je suis obligé de réexpliquer le mode d'emploi de la parentalité HPI. Et ça, je le fais très, très régulièrement et ça fonctionne extrêmement bien. Pour que les auditeurs comprennent, quand on parle de logiciel, on remplace le cerveau par le logiciel, c'est-à-dire qu'on a les HPI, on va avoir un mode de fonctionnement et on compare souvent avec un process d'ordinateur. Et donc, d'où ce que tu as utilisé. Nous, on se comprend parce qu'on connaît, mais je me dis que peut-être les auditeurs peuvent se dire pourquoi il parle le logiciel dans le cerveau. Je voulais te poser une question par rapport à... est-ce que tu fais des diagnostics côté donc HPI aussi avec Alors, on ne peut pas faire de diagnostic non, du HPI. oui, en plus. Ouais. Pardon, Christine, petit message. Parce que le HPI n'est pas une pathologie, donc Oui. du coup, c'est pas une maladie. Détection. On fait une détection ou on fait un test, une identification aussi, puisque c'est lié à l'individu. Non, pour faire une détection de HPI en France officiellement, mais ça, je pense que tu en as déjà parlé, c'est le test de QI, donc le test Wechsler qu'on utilise en France, qui se fait uniquement avec les psychologues, qui sont formés à faire passer des tests Wechsler, première chose importante. Et deuxième chose que moi je dis à ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire passer le test de QI parce que c'est une détection du HPI, cherchez toujours un psychologue qui connaît le profil HPI. Parce que j'ai beaucoup de parents qui me présentent des enfants qui ont fait le test Wechsler, donc c'est le WISC pour les enfants, et qui se sont retrouvés avec un compte-rendu de test analysé par un psy en disant non, il n'est pas HPI, mais parce que la barre est trop basse, etc. Quand vous tombez sur un psychologue qui est formé au test et qui en plus connaît le profil HPI, vous allez avoir une restitution qui est quand même un minimum plus robuste. Donc ça, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui, c'est si vous voulez faire détecter votre enfant HPI, trouvez un psy qui connaît le profil HPI, posez la question de but en blanc, tout simplement. Bon, donc en gros, pour reformuler, toi, tu arrives après la détection. Donc, des parents vont avoir eu l'information que leur enfant a atypique, on va dire, avec le côté HPI. Et pas que, parce que tu dois aussi t'occuper d'enfants 10 ou... c'est vraiment que HPI. Moi, je suis spécialisé HPI, mais quand les enfants sont HPI, parfois, ils ont un trouble associé qui est très régulièrement un trouble 10. Oui, c'est ça. Donc, je me suis spécialisé dans les troubles 10 quand j'étais dans l'éducation nationale. Et là, j'ai suivi une formation sur le TDAH, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que c'est important pour un enfant qui est HPI plus TDAH de pouvoir être pris en charge globalement. Donc, je me suis informé et formé aussi sur ça. Mais en fait, moi, les parents m'appellent, même quand ils n'ont pas la détection, mais qu'ils ont une forte suspicion. Voilà. Et parfois, ils m'appellent en disant « Est-ce que vous pourriez confirmer si mon enfant est HPI ou pas ?» Alors, c'est toujours délicat, parce qu'on ne peut pas le dire officiellement, mais le HPI a vraiment des caractéristiques très fortes. Et chez les enfants, c'est vraiment très exacerbé. Donc, on fait le tour de son vécu, on fait le tour de son quotidien. Et là, on a quand même une première impression qui va pouvoir dire aux parents, bon, allez-y, il y en a pour 350 €, un test de QI en France maintenant, au bas mot. Donc, c'est ce que j'allais dire au bas mot, oui. Au bas mot. Donc, souvent, ils viennent me dire, je dis, bon, oui, là, vous n'allez pas mettre de l'argent par la fenêtre. Oui. Alors, comme je vois la demi-heure passer, parce que ça passe toujours très vite quand on est ici. Combien de temps ça dure en moyenne un accompagnement? Alors, je pense que ça doit varier. Je fais un peu les questions-réponses, mais est-ce que tu as une moyenne Alors moi, je commence un accompagnement en dessous de 3 heures, ça n'a pas de sens.
On n'a pas le temps, donc c'est minimum 3 séances d'1 heure. Je fonctionne avec des séances d'1 heure. Alors, toute la France, hein, parce que ça fonctionne extrêmement bien en visio, contrairement à ce qu'on peut penser. Pas besoin d'être en présentiel dans un cabinet. 3 heures, ça va très vite parce qu'on a beaucoup de choses en fait à dire et on échange. Et quand on est HPI et qu'on a un vécu qui est fort, très intense, on a besoin aussi d'avoir un interlocuteur. Et ces séances, elles servent aussi à avoir quelqu'un qui en face est HPI, parce que je suis concerné par le profil, et qui du coup ne trouve rien bizarre. Voilà, et va dire, ah oui, je comprends, bah, tiens, ça me fait penser à ça, ou on échange. Donc le coaching, c'est aussi de rentrer dans cette norme de HPI, où en fait, on a les mêmes standards de communication, les mêmes standards de et vécu. puis se sentir normal. Voilà, donc un coaching, ça commence à 3 heures, et on peut aller jusqu'à 9 heures. Mais moi, je ne pousse jamais à aller beaucoup plus loin, parce que les outils que j'utilise sont vraiment efficaces. Après, un coaching en dehors du HPI, c'est vraiment selon le travail qu'il y a à faire et le professionnalisme du coach. Donc là, on va clôturer justement, on va finir, il nous reste quelques minutes encore, mais sur comment devenir coach. Bon, on en a un tout petit peu parlé. De ce que moi, tu vas me dire si j'ai bien compris, au fur et à mesure de ton expérience, tu as acquis de plus en plus d'outils. Donc, tu t'es déjà formé. Il y a plein d'écoles de coaching diverses et variées. En France, présentiel ou pas, ça, tu es d'accord. Et bon, elles sont. Après, il faut bien chercher pour voir. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles sont. Faut quand même faire attention, parce que je connais aussi un petit peu cet univers-là. Il faut quand même faire vraiment très attention à moi, le conseil que je donne, c'est d'appeler des gens qui ont travaillé, qui viennent de ces formations-là. Éviter de faire trop de formations en distanciel. Il y en a qui... Je connais vraiment pas mal de gens qui se sont fait avoir. Donc, après, les écoles de coaching, il y en a plein. Et puis après, au fur et à mesure de ton expérience, tu t'es formé au TDAH. Il faut toujours continuer. Il faut toujours se former. Toujours se former. On est dans un secteur, quand on est sur le coaching, on est sur un secteur qui est... très récemment, c'est fortement développé. On sait, en France, le coaching a explosé, en fait, après le confinement. Hein. Les personnes se sont aperçues, en fait, qu'ils pouvaient travailler à la maison, ils pouvaient aider les autres. Donc, aider les autres, en fait, c'est travail entre pairs, hein, c'est du mentorat, c'est de l'accompagnement, etc. Donc, ça, c'est formidable qu'on puisse s'aider entre nous, mais il faut des règles, il faut de l'éthique, il faut avoir une morale absolument bien placée, il faut être très au fait de ses propres valeurs, de ce qu'on veut apporter à l'autre, faire attention à ses propres failles, ne pas les projeter sur les autres. Donc il y a tout un travail, comme tu disais, avec les écoles, qui est déjà commencer à penser à vous, réfléchissez à la façon dont vous êtes construit, faites de l'auto-coaching sur vous grâce aux autres élèves de coaching avec vos profs de coaching. Et là, vous allez construire une personnalité de coach qui ne fera de mal à personne. Voilà, c'est la première chose. Oui, parce qu'il y a tellement de... J'en connais des gens qui se mettent au coaching, ils sont malheureux, ils se sentent... ça rassure l'ego de se dire on va aider l'autre en aidant les autres, alors que il faut d'avoir un petit peu... avoir travaillé sur soi pour se permettre, bon, je pourrais discuter de ce sujet-là pendant des heures, mais effectivement d'être c'est la première minimum aligné, comme on dit, un terme un peu connecté, mais aligné avec et de pas être, enfin voilà, de vraiment avoir un petit peu travaillé sur soi pour ensuite vouloir aider les autres, quoi. Et d'aller chercher des outils. Il y a des dizaines d'outils de coaching qui existent, plus ou moins efficaces, et la façon dont vous êtes capable de les utiliser. Eh ben, écoutez, là, on va clôturer l'émission Quartier des Ondes, l'heure de pointe. Franck, tu vas nous présenter la musique. Alors, je suis venu avec un morceau de la bande originale de Lost in Translation, ce film de Sofia Coppola de 2004, avec Bill Murray. Et j'aime beaucoup ce film parce que c'est l'histoire d'un acteur américain qui se retrouve en Asie et qui est complètement déconnecté de la civilisation, complètement déconnecté de la culture. En fait, il est en apesanteur pendant une très grande partie du film. Et c'est ce que vivent, à mes yeux, les HPI beaucoup, c'est d'être un peu déconnecté parfois d'une réalité, d'une norme qui n'est pas la leur. Et encore plus les enfants, en fait. Les enfants, dans leur quotidien et dans leur scolarité, ils sont lost in translation, ils ne sont pas capables de parler avec les autres, mais en plus... Translation, dans le sens où créer du lien avec les autres, c'est compliqué aussi pour eux. Donc, on se retrouve à écouter un peu Lost in Translation. Merci beaucoup. À très, très bientôt, en tout cas. Merci, Franck.